Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, ravi de vous retrouver. Les Français élisent leur président en vertu de la loi en France où est aussi diffusée cette émission. Il nous est interdit d'en parler avant 20h heure de Paris. Vous pourrez suivre les résultats sur TV5 Monde, voilà pour la France. Mais en attendant, et comme toujours, l'actualité est riche et passionnante. Alors voici le sommaire ce dimanche. La grogne populaire peut-elle faire tomber le président sud-africain? Jacob Zuma est contesté jusque dans son propre camp. Les appels à la démission se multiplient. Sa récente purge de ministres est-elle la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? C'est un pays dans la tourmente qui a accueilli cette semaine le Davos africain. C'est demain lundi que doit enfin s'ouvrir le procès du régime Compaoré en l'absence du président déchu. Qu'en attendent les Burkinabés? 2 ans et demi après la révolte populaire, le logiciel politique a-t-il changé? Comment se porte le pays et comment vivent les Burkinabés? En Algérie, le parti au pouvoir reste au pouvoir. Les Algériens se sont largement abstenus d'élire leurs députés jeudi, plus concernés par la flambée des prix. Sont-ils résignés en attendant la succession du président Bouteflika? Face à cette inertie algérienne, le Maroc voisin s'impose en Afrique. Quelle est aujourd'hui l'influence de l'Algérie sur le continent? Pour commenter, décrypter et analyser cette actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Marie-Roger Billois, directrice du groupe Africa International magazine panafricain francophone créé à la fin des années 50 au Sénégal. Vous êtes également présidente du club de réflexion Millennium. Ousmane Diaye, responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International, auparavant à Respect Mag, à François et au quotidien de Dakar. Sabine Sessou, journaliste indépendante, vous collaborez notamment au mensuel international Afrique Magazine, au mensuel français Le Monde Diplomatique et au site internet de RFI, auparavant correspondante à Johannesburg, puis ancien reporter Afrique pour le quotidien français Libération. Et puis Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde, pendant 25 ans, grand reporter notamment au Moyen-Orient pour de nombreuses publications. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Vous tenez également un blog de géopolitique des religions sur le site de TV5 Monde. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche pour nous faire part de vos commentaires sur cette actualité. Vous pouvez faire la même chose depuis chez vous sur les réseaux sociaux, #kiosque sur Twitter ou sur notre page Facebook. Il est donc de plus en plus contesté. Lundi, le président sud-africain devait prendre la parole lors d'un rassemblement pour la fête du travail. Jacob Zuma a dû se raviser et quitter précipitamment les lieux après avoir été hué par la foule. Se faire huer, c'est le signe d'une démocratie vigoureuse. Ainsi s'en est-il expliqué 2 jours plus tard à son arrivée au Forum de Davos africain organisé en Afrique du Sud. Êtes-vous inquiet de la situation politique en Afrique du Sud aujourd'hui? Et quel héritage allez-vous laisser? Non, je ne suis pas inquiet de la situation politique en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays démocratique. Dans tous les autres pays démocratiques, il y a des pourparlers, des discussions ouvertes. C'est seulement dans les pays autocratiques que c'est limité. Je ne suis pas inquiet, je suis très heureux que la démocratie gagne en maturité en Afrique du Sud. Les populations, les dirigeants, les analystes ont le droit d'exprimer leur point de vue. Vous devriez en exprimer de la gratitude. C'est ça la démocratie. Vous allez quitter votre poste, Monsieur le Président? Je ne vais pas quitter mon poste maintenant, pas encore. Je ne vais pas quitter mon poste aujourd'hui. À la tête du pays depuis 2009, Jacob Zuma a vu fondre sa popularité d'année en année. Maintenant, la crise politique s'aggrave, on peut le dire, de semaine en semaine. Tout a commencé avec le remaniement gouvernemental le 30 mars dernier. Sabine, pourquoi est-ce que ça a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et depuis? D'abord, les Sud-Africains n'ont pas compris pourquoi on allait limoger un ministre des Finances, quitte à faire chuter le rand et avoir une déclassification dans la notation de l'Afrique du Sud auprès des banques internationales, des agences de notation internationales. Les Sud-Africains sont sensibles à leur pouvoir d'achat. Le rand a chuté de 8% en quelques jours et ce n'est pas une parenthèse exceptionnelle dans la trajectoire de Jacob Zuma. C'est un long processus qui fait que ces erreurs politiques s'accumulent. La seule chose qu'il reproche à son ministre des Finances, au fait, c'est de militer pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Et tout le pays reproche à Jacob Zuma sa gestion opaque et corrompue. Pour mémoire, Jacob Zuma, c'est un président qui a laissé sa fille de 25 ans occuper un poste de directrice des ressources humaines au ministère des Télécommunications. Cette jeune fille a gagné 1 million de rand par an pendant 3 ans. Ce qui représente en euros pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent 10 fois moins. Je suis pas bonne en maths. 300 000 euros. Alors c'était combien en rand juste, En rand, 1 million de rand. D'accord, donc 10 fois moins. Très bien, 10 fois moins. En 3 ans.
elle a gagné beaucoup d'argent alors qu'elle avait juste pour elle d'être la fille de Jacob Zuma. C'est l'un des exemples que les Sud-Africains ne peuvent pas tolérer du népotisme et de la corruption. Il faut bien se rappeler aussi que, d'un certain côté, Jacob Zuma a raison de dire qu'il y a de quoi se réjouir de voir le dynamisme et le côté vibrant de la démocratie sud-africaine, parce que réellement, on assiste, grâce à lui et contre lui, à une recomposition totale du paysage politique. Il y a une information qui est passée un peu inaperçue, mais le congrès des syndicats sud-africains a volé en éclats. Il y a une nouvelle centrale qui a été créée au mois d'avril. On va y venir dans un instant, oui. Et on a des formes de mobilisation politique inconnues jusqu'à ce jour, avec un vaste front qui se lève avec l'opposition et la société civile. On va reprendre tout ça point par point. Est-ce qu'avant d'entrer dans le détail, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud connaît sa pire crise depuis la fin de l'apartheid, la pire crise politique? C'est exagéré de le dire? Je pense que l'ANC, en tout cas, l'Afrique du Sud, je ne sais pas, l'ANC connaît sa pire crise. Il faut quand même rappeler que l'ANC s'est pris une déculettée aux élections. Alors l'ANC, évidemment, on va juste préciser, c'est le parti au pouvoir. Le parti historique, le parti de Mandela. Qui surfe depuis la fin de l'apartheid sur le crédit accumulé au nom de la libération. Et je pense que là où c'est... Enfin, oui, c'est une crise permanente, mais là où c'est assez intéressant, c'est que du coup, on sort de cette sorte de paradigme absolu qui imposait une sorte de monopartisme, entre guillemets, où l'ANC était quasiment incontestable. Là, ça donne, hein, je pense que la gouvernance Zuma, son côté chaotique, donne une forme de rééquilibrage du jeu politique. Donc, quelque part, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Et il a raison quand même de dire que le système démocratique marche, parce que quand même, faut pas oublier que malgré tous ces scandales, la justice marche, et ces scandales sont révélés souvent par la médiatrice d'État. Et Zuma, parmi ces scandales, entre autres, il y a eu le scandale de sa résidence de Klanda, où la justice a condamné le président et la justice a obligé Zuma à rembourser. Donc, je pense il avait utilisé de l'argent public pour rénover sa résidence voilà. privée, et la justice sud-africaine l'a condamné. Donc, je pense que oui, je ne dis pas que moi, je dirais pas que l'Afrique est en train de s'effondrer. Je pense que l'ANC est en train de s'effondrer. Est-ce que, parce qu'on va parler dans un instant, puis vous avez déjà un peu fait un tour d'horizon, mais on va parler de ceux qui s'opposent à Zuma, mais qui le soutiennent encore? Alors, qui le soutient? Les syndicats qui avaient historiquement des liens avec l'ANC ont rompu avec fracas avec l'ANC. Justement, derrière l'usure, la contestation de Jacob Zuma, il y a l'effondrement de l'ANC. D'ailleurs, en regardant récemment les tribulations électorales et post-électorales de Jacob Zuma, j'ai eu un sentiment de déjà-vu, et il y a une ressemblance avec l'évolution du FLN. Car le FLN, comme l'ANC, qui étaient des partis très très proches, ont été des mouvements de libération. Rappelons que l'ANC a été fondée il y a 105 ans, en 1912. Le FLN et l'ANC ont été des mouvements de libération qui ont fait l'erreur, une fois leur objectif atteint, au lieu de se saborder, on continue à rester au pouvoir. Pensez que l'ANC, depuis la fin de l'apartheid en 91, l'ANC a remporté toutes les élections. Donc il y a une usure. Le népotisme s'est étendu et les rivalités internes. Il y a eu, dans les élections de 2016, des assassinats probablement téléguidés par des membres de l'ANC entre eux. C'est la fin d'une époque. Et justement, à l'ANC, il y a des élections en décembre. Jacob Zuma ne peut pas, lui, se représenter puisqu'il a déjà fait 2 mandats présidentiels. Qui pour lui succéder, Marie-Roger? Il y a pas mal de gens. Actuellement, on a toujours quand même, puisqu'on parle de parti historique, c'est très difficile de casser, de tuer un parti historique aussi fort que le FLN, déjà, ou que l'ANC. Et quand on parle d'effondrement, moi je nuancerais, je dirais c'est un affaiblissement évident, mais il reste quand même encore, il a de beaux restes. Ça veut dire que je ne vois pas dans les prochains temps, l'élection en 2018, quelqu'un qui ne soit pas issu de l'ANC. En 2019, vous parlez de la présidentielle. De 2019, pardon. 2019 qui ne soit pas issu de l'ANC qui succède à Zuma. Ça, c'est difficile. Tout est possible. N'est-ce pas? Mais c'est un scénario possible, ça, que l'ANC ne remporte pas C'est un scénario possible. Et la grande question que l'opposition se pose en Afrique du Sud, Maïmane l'a dit, il le dit off, mais
on le sait. Il se demande si les dernières élections libres et transparentes de l'Afrique du Sud ne se sont pas déjà produites, et il a peur d'une élection truquée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, avec un parti au pouvoir qui refuserait un score en sa défaveur. Mais si la démocratie sud-africaine reste dans les bons rails et évite ce genre de dérapage, il y aura probablement un gouvernement de coalition. L'ANC a aussi, je suis d'accord avec Marie-Roger, l'ANC n'est pas en train de s'effondrer. C'est un processus historique qui est assez long. On le voit avec la ZANU-PF et le FLN, la comparaison est totalement justifiée. Tous les anciens mouvements de libération nationale qui ont une légitimité historique énorme sont assis sur au moins 50 ans de pouvoir sans partage. Le fait que la démocratie sud-africaine soit précisément dynamique et en plein mouvement fait que cette période de 50 ans va peut-être se réduire en défaveur de l'ANC. Mais l'ANC a quand même remporté les dernières élections de 2012. 16. Non. Vous parlez de la présidentielle. La présidentielle. Alors c'était 2019, moins 4. Moins 4. 2014. C'est ça 2014. 2014, avec 62% des voix. Et 62% des voix. Et alors, juste pour dire, qui peut... Il y a des noms qui émergent. Il y a des gens qui ont milité au sein de l'ANC et qui, une fois l'apartheid fini, enfin officiellement fini, ont rejoint le camp des affaires, comme Torio Serwale. Il dit qu'il n'est pas intéressé, mais enfin, on verra. Il y a des anciens syndicalistes, des gens comme Cyril Ramaphosa, qui est devenu aussi richissime. Vous voyez un peu ce qui s'est passé, qui est aussi là. Bon, et puis peut-être d'autres qui vont émerger. Il y a Madame Zuma. Alors justement, c'est le nom qui revient beaucoup aussi, c'est l'ex-épouse de Jacob Zuma, qui a quitté l'Union africaine. Voilà. Pour se mettre dans le bain. Qui n'a pas d'assise politique. Mais bon, voilà. Mais elle n'a pas d'assise politique. Et puis aussi le fait qu'elle soit une Zuma, je ne crois pas que ce soit un avantage par les temps qui courent. Mais voilà, donc, mais ça montre quand même que le débat se passe autour de l'ANC. C'est pas le petit jeune economic freedom fighter, c'est-à-dire les combattants pour la liberté économique. Par exemple, comment il s'appelle? Julius Malema, par exemple. C'est pas Julius Malema qui peut encore gagner les élections. C'est pas non plus l'Alliance démocratique avec Hélène Zinn. C'est encore l'ANC. Et tout se tourne autour de l'ANC. Mais attention quand même, parce que juste avant les élections locales, les dernières de cet été, le secrétaire général de l'ANC avait dit et fixé à 60% le seuil psychologique où tout peut arriver lui-même. Et malheureusement, l'ANC est en dessous des 60%. Donc, au municipal. Au municipal, élection locale, il avait fixé ce seuil qu'il a lui-même dit, c'est le seuil psychologique en deçà duquel tout est possible. Et ce seuil a été franchi. Et quand même, faut dire que l'ANC a perdu aux élections locales des villes importantes comme Jobourg, comme le Cap. Donc je pense qu'il y a pas le Cap. Jobourg. Oui, Jobourg, en tout cas. Pretoria et Port-Elizabeth. Oui, et Jobourg, non? Oui, Jobourg. Et Jobourg. Donc je pense qu'il y a des verrous qui sautent petit à petit. Et c'est pas exclu que les choses s'accélèrent. C'est-à-dire, imaginons le camp, enfin, comme ça semble être le cas, je pense qu'il y aura un affrontement entre Dlamini Zuma et Cyril Ramaphosa pour qui sera candidat. Et il n'est pas sûr que l'ANC en sorte ragaillardi. Mais donc, on l'a compris, il y a une échéance en décembre, ces élections à la tête du parti, avec évidemment en ligne de mire en 2019 la présidentielle, les élections générales. Est-ce qu'on peut imaginer que Jacob Zuma, qui est de plus en plus affaibli, ne tienne pas jusque-là, jusqu'à chacune de ces deux échéances? Je pense que l'ANC a intérêt que Zuma tienne. Je ne vois pas qu'est-ce que l'ANC gagnerait à un effondrement qui précipite. Il y a des décisions à l'intérieur de... Il y a eu un précédent quand même. Thabo Mbeki s'est fait jeter avant la fin de son mandat au congrès de Polokwane en 2008. Donc il a perdu... Là, il y a des scissions au sein de l'ANC. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que toute la vie politique sud-africaine se passe à l'intérieur de l'ANC et qu'au lieu de dire que l'ANC s'effondre, éclate, implose et tout, ça fait 20 ans qu'on le dit et ça ne se produit pas. Parce que, en fait, l'ANC, c'est une vaste auberge où beaucoup de tendances existent et il y a une aile droite et une aile gauche qui s'affrontent de plus en plus durement. Le fait que Zwelinzima Vavi ait créé une nouvelle centrale syndicale qui menace de devenir un parti politique de gauche de travailleurs comme le MDC l'a fait au Zimbabwe, et ce qui a précipité la crise politique du Zimbabwe, c'est l'absolu succès du MDC lors des élections législatives de 2000. C'est pour ça que Robert Mugabe s'est complètement replié sur sa réforme agraire, etc. Il y a des dynamiques politiques qui sont complexes à l'intérieur de l'ANC et tout se joue dedans. Et c'est là où le bas blesse.
car le problème, ce n'est pas de savoir si l'ANC va s'effondrer demain ou dans 6 mois, c'est que l'ANC, dans son idéologie, est un parti anachronique. Il a été créé pour défendre les droits des Noirs opprimés contre la majorité blanche. On n'est plus dans cette logique de type racial. On est en principe, il y a une citoyenneté sud-africaine et d'autres forces devraient émerger pour régénérer la vie politique. Jusqu'à maintenant, je termine, l'ANC a des contours élastiques. Chaque fois qu'il y a de forces montent, l'ANC élargit son espace pour les phagocyter et les avaler et ne pas laisser permettre à une vie politique qui se passe en dehors de l'ANC. Et en ce sens, ça ressemble terriblement au FLN. Marie-Roger ? Eh bien, je dirais que c'est séduisant de penser que l'ANC est un parti archaïque. Pas archaïque. Son idéologie est anachronique. Puisque son but a été atteint. Voilà, donc, sa fonction, c'est quoi maintenant? C'est séduisant de penser cela, mais puisque, pour reprendre la justification du mot anachronique, il s'agit de défendre les droits des Noirs en Afrique du Sud. Mais ils sont toujours à défendre. Là, aujourd'hui... Mais il y a un schisme entre les revenus, par exemple, la situation des Blancs et celle des Noirs. Les leviers économiques sont entièrement encore entre les mains des Blancs. Mais ça devrait être défendu par tout le monde et pas seulement par une organisation. Laissez-moi finir. En tout cas, la perception dans les villages, aller dans les pays, la campagne en Afrique du Sud, l'ANC, le parti qui défend, pour eux, c'est perçu comme c'est notre maison, c'est le parti qui... C'est la mère de la démocratie, c'est grâce à elle que nous avons eu la... Alors, Slimane, c'est perçu comme ça. Slimane d'abord, juste un chiffre, rapidement. Les revenus des familles noires représentent à peu près 1/6 des revenus des familles blanches. Alors, Slimane et ensuite Sabine qui n'étaient pas d'accord non plus. C'est un problème que de citoyenneté. Tous les partis, même les partis blancs, devraient défendre. On est d'accord, mais la perception de l'ANC, c'est l'outil, c'est le véhicule pour défendre les NC. Ça reste encore largement... L'ANC joue toujours la carte raciale parce que c'est une carte populiste qui marche. Sauf que toute la politique sud-africaine s'est reconstruite ces dernières années, qu'on le veuille ou non, autour de lignes qui ne sont plus seulement raciales, même si elles existent encore, mais aussi sociales. Le fait qu'il y ait une bourgeoisie noire, une grande bourgeoisie noire, une élite politique noire, étroitement liée à la fois aux affaires et au pouvoir. Il suffit de regarder, par exemple, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, on sait que c'est le premier milliardaire noir de l'Afrique du Sud. C'est lui le premier qui est devenu milliardaire, d'accord ? Il n'est pas populaire au sein de l'ANC, quoi qu'on le dise et quoi qu'on veuille, parce qu'il représente cette bourgeoisie d'affaires qui a prospéré grâce à l'ANC et aux chartes de Black Economic Empowerment qui ont fait passer 26% des capitaux du pays, des capitaux, on parle de capitaux là, des mines et du secteur banquier et de tous les grands secteurs d'activité, du pétrole, entre des mains noires. Donc on ne peut plus dire que c'est les Blancs qui commandent. Et Cyril Ramaphosa, pour finir, là où il est... intéressant, c'est que c'est pas seulement le vice-président de la République, le vice-président de l'ANC et un espoir d'avenir pour le pays. Il faut toujours se rappeler que Cyril Ramaphosa, c'est le beau-frère de Jeff Radebe, le ministre de la Justice, c'est le beau-frère de Patrice Motsepe à Maniaminier, et tout fonctionne comme ça en Afrique du Sud. Juste pour l'Algérie, parce que finalement, cette affaire de pouvoir économique et politique est une affaire de famille. Mais alors du coup, je vais vous faire rebondir à ces chiffres. Ils viennent de l'Agence nationale des statistiques en novembre dernier, justement, qui donc disait que la pauvreté s'aggrave en Afrique du Sud, puisque la situation économique est plutôt bloquée aussi. Un quart environ des Noirs ne mangent pas à leur faim, la moitié vit sous le seuil de pauvreté, selon ce rapport. Oui, mais rien de nouveau sous le soleil. Oui, justement, c'est pour ça que l'ANC reste très forte dans l'esprit des gens. C'est pour ça que l'ANC s'effondre parce qu'il n'a rien fait. Je suis d'accord, mais attends, je dis dans la perception des Sud-Africains, parce qu'on essaye dans la perception des Sud-Africains, on essaye de sous-peser le poids. L'ANC a failli. Non, il a failli, mais on essaie de sous-peser. Non, mais on dit, est-ce qu'il s'est effondré ou pas? On essaie de sous-peser le poids. Ousmane, peut-être? On ne vous a pas entendu là-dessus. Mais il reste encore très fort parce qu'il est perçu comme Ousmane. En tout cas, moi quand j'ai regardé les résultats des dernières élections, les locales, on note clairement qu'il y a une sorte de schisme, entre guillemets. Dans les grandes villes, les milieux urbains, l'ANC chute de façon très importante, y compris dans les quartiers soi-disant noirs, etc. Et en milieu rural, l'ANC résiste mieux. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une instrumentalisation
indécente de la question raciale par Zuma, il ne faut pas oublier que le jour où il y a eu un grand rassemblement, quand le rapport de la médiatrice est sorti, qui démontrait clairement que les collisions entre la famille Gupta et Zuma étaient assez évidentes, il y a eu un rassemblement qui était au-delà de la question raciale, des syndicats, le parti de Moussi Maman, etc. Et la seule réponse de Zuma à cette grande déferlante populaire, c'est de dire que c'est une manifestation de blancs. Et pendant ce temps-là, parce que c'est une double instrumentalisation. Alors, Sabine, pendant ce temps-là, il y a une autre instrumentalisation, c'est-à-dire au niveau, il essaie à mon avis d'ouvrir un front à l'étranger qui est de dire un primo, une sorte de primo-panafricanisme, je fais rupture avec la CPI, alors que pendant ce temps-là, les Africains subsahariens étaient lynchés partout et que le ministre de l'Intérieur n'était même pas capable de condamner ça. Donc, alors, Sabine, et puis on va conclure tranquillement sur cette partie. Oui, sur le plan de la diplomatie africaine de Jacob Zuma, il y aurait beaucoup à dire parce que c'est des errements qui coûtent cher à l'Afrique du Sud sur le plan social. Le fait que l'Afrique du Sud soutienne Kabila coûte cher sur le plan social aux Sud-Africains parce que les Congolais qui n'ont plus rien à manger au Congo descendent en Afrique du Sud. Les Zimbabwéens, on les lynche, pareil, et on les lynche. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique du Sud, c'est toujours, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein avec ce pays. Il faut simplement bien regarder les dynamiques, parce que c'est un pays qui donne encore de l'espoir à cause de ses dynamiques. Il est créatif, il est véritablement démocratique dans le sens où il y a des institutions et des contre-pouvoirs qui marchent, il y a une presse, des syndicats, une justice, et une liberté de parole, les gens manifestent, et je voudrais terminer sur cette magnifique image qu'a donnée l'Afrique du Sud. Pendant les manifestations étudiantes qui s'appelaient Fees Must Fall, les droits d'inscription doivent tomber, on a vu à l'Université du Cap des étudiants blancs et des étudiants noirs et des étudiants métis assis ensemble sur les pelouses de l'université face au gaz lacrymogène de la police pour dire on est ensemble et on veut construire ce pays ensemble. Et il faut qu'on ait accès à un truc de base qui s'appelle l'éducation. Merci l'ANC de nous donner une éducation gratuite. Vous voulez conclure rapidement, rapidement. L'Afrique du Sud, et c'est un peu, comme je dis, verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Mais on peut être assez optimiste parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Mais c'est un pouvoir qui se normalise, c'est-à-dire il devient, il descend au niveau de ce qu'on a globalement en Afrique. C'est-à-dire Monsieur Zuma, la corruption, etc. Parce ils avaient tendance à faire la leçon au reste de l'Afrique et on voit actuellement que ce n'est pas le cas. Et quand on parle des Radébé et tous ces milliardaires, il faut quand même rappeler que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le résultat d'accords qu'il y a eu où on a dit il faut donner un peu d'argent aussi à certains Noirs pour faire. Mais ils sont richissimes, mais on peut les compter sur les doigts de la main. Non, pendant que l'essentiel du régime n'a pas beaucoup changé. La situation, les rapports entre noirs et blancs sur le plan économique n'ont pas beaucoup changé. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais les réalités sont têtues. Alors juste, je vous laisse répondre parce que vous n'êtes pas d'accord et après vraiment on passe à la suite. On ne peut pas finir. On ne peut pas boucler. Juste pour conclure. Il faudrait regarder les chiffres que j'ai pas, mais il faut aussi se méfier des perceptions en Afrique du Sud parce que les perceptions sont souvent faussées par rapport à la réalité. Elles sont tellement fortes qu'elles deviennent la réalité. La perception, c'est la lamentation du blanc qui se sent menacé par le Black Economic Empowerment, etc., et qui se lamente parce qu'il n'a plus de boulot. Or, quand on regarde les chiffres du chômage, c'est clair que les blancs ont plus de travail et plus de chances dans la vie du travail que les noirs. D'accord, il y a encore des grosses inégalités et des grosses injustices, mais la responsabilité politique de cette situation repose entièrement entre les mains de l'ANC et de la bourgeoisie noire qui est au pouvoir. Et l'ANC, dont on le disait, qui aura des élections là en décembre. On verra ce qui se passera en décembre et puis on va voir si l'actualité continue à aller contre Jacob Zuma dans les semaines qui viennent. Je vous propose qu'on se rende maintenant au Burkina Faso. Rappelez-vous, en octobre 2014, les Burkinabés se soulevaient un espoir sur le continent. Le peuple faisait chuter le long régime de Blaise Compaoré. 2 ans et demi plus tard, c'est maintenant, le pays s'apprête à juger le président déchu et son dernier gouvernement pour la répression des manifestations qui avaient entraîné leur chute. Alors, qu'en espèrent les Burkinabés ? Ce que le peuple entend, ou attend du moins, c'est juste qu'est-ce qui s'est passé, qui a donné l'ordre de réprimer les Burkinabés. Voilà. Pourquoi d'autres avaient le droit de faire tuer d'autres Burkinabés. Et donc de ce procès-là, que le droit soit dit, tout simplement. Aujourd'hui, après l'insurrection populaire, les martyrs ont mis leur justice en place. Le peuple burkinabé a mis leur justice en place.
La démocratie a mis une bonne justice en place. Nous devrons les juger, nous devrons les condamner. Nous voulons que les Burkinabés retrouvent leur dignité. Et si la dignité va passer par le jugement, tant mieux. Maintenant, s'il faut trouver autre astuce pour que les Burkinabés puissent vivre dignement, se soigner, manger à leur faim, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Blaise soit là ou pas, il n'y a pas de problème. Mais tôt ou tard, Blaise finira par répondre. Alors Blaise finira par répondre, on verra. Il ne sera pas présent demain à l'ouverture du procès qui a été reporté 2 fois déjà. Le procès qui s'ouvre donc demain devant la Haute Cour de justice à Ouagadougou. Qu'attendent les Burkinabés de ce procès de ce moment? C'est très symbolique. Est-ce que ça va apporter quelque chose à leur quotidien, à l'avenir de leur pays? Ça va apporter quelque chose, ne serait-ce que les processus d'indemnisation des victimes sont bloqués, ne serait-ce que pour ça, on peut s'en féliciter. Mais par contre, il y a une nuance qui, à mon sens, est très importante. Blaise Compaoré n'est pas jugé en tant que président de la République. Il est jugé dans le cadre de la responsabilité gouvernementale et il est jugé en tant que ministre de la Défense. Parce qu'il était président de la République et ministre de la Défense. Je pense que c'est le début d'une série de rendez-vous judiciaires assez importantes parce qu'il n'y a pas que le peuple burkinabé qui attend des réponses de Blaise Compaoré. Je pense que les partisans de Laurent Gbagbo attendent des réponses par rapport à son soutien. Je pense qu'il a été impliqué dans le conflit au Libéria. Il a été impliqué dans pas mal de choses. Il y a l'affaire Norbert Zongo qui n'est pas encore soldé. Il est impliqué aussi dans la mort de Blaise Compaoré. Donc je pense que ce n'est que le... De Thomas Sankara. Pardon, de Thomas Sankara. Donc je pense qu'il y a l'enjeu va au-delà, je pense, du Burkina, et que ce procès n'est qu'une sorte de tour de chauffe, quoi. Et que le menu, le plat de résistance va arriver après. Et qu'est-ce que les Burkinabés, qu'est-ce que le Burkina peut attendre là maintenant dans l'immédiat de ce procès, Slimane? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, ce qu'ils peuvent attendre... Les lieux, dit Marie-Roger. C'est que dans ce type de procès, il peut y avoir une fonction pédagogique et je dirais même curative de la sanction. La sanction, pas la vengeance. C'est-à-dire que si un homme politique a recouru à la violence pour accéder au pouvoir et le garder, s'il n'est pas sanctionné, s'enracine dans l'inconscient collectif l'idée qu'on peut recourir à la force, user de la force et s'en tirer un bon compte. Pour couper, et donc ça veut dire qu'on est condamné à reproduire le recours à la force. C'est là où la sanction, la fonction pédagogique de la sanction, et j'espère que ce procès ira dans ce sens, peut arrêter le cycle. Quand je dis sanction, ça veut dire d'abord réhabilitation des victimes et sanction du coupable. C'est ce qui a été fait de façon magistrale en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Chili, au Guatemala. Ce sont des espèces de grandes, presque des séances de thérapie collective pour sauver, y compris le bourreau, et mettre fin au cycle de la violence. Ils n'ont pas seulement sanctionné un bourreau. Oui, mais seulement le problème ici, c'est que on l'a un peu sanctionné avant la justice. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le gouvernement de Maurice Kafando a pris de façon... Dans l'élan de la Révolution, par exemple, ils ont interdit le parti de Blaise Compaoré, sous aucune base juridique légale, de participer à la vie politique. Et paradoxalement, aujourd'hui, ceux qui ont mené cette interdiction se retrouvent dans l'opposition et ont créé une alliance le 24, je crois, avril, avec l'ancien parti. Donc je pense que le procès s'ouvre dans un schéma très compliqué, parce qu'une partie, il y a déjà eu une sanction politique de la CDP qui ne reposait que sur une forme de populisme. Alors, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que Blaise Compaoré est aux accusés absents, mais il est présent dans tous les esprits. Il est donc en Côte d'Ivoire. Comment va-t-il? Que devient-il? Et est-ce qu'il tire encore les ficelles au Burkina? Alors, évidemment, c'est un ancien président qui est juste de l'autre côté de la frontière et il suit forcément de très près ce qui se passe là-bas. Mais on ne sent pas trop sa main maintenant, même si on a pu le soupçonner à un moment donné d'avoir aidé à une tentative de coup d'État sans preuve, mais on a pu le soupçonner. Mais moi, ce qui me frappe dans le cas du Burkina, c'est leur capacité à ne rien laisser passer et à exhumer tous les cas, je dirais, de crimes
qu'on a pu observer dans leur histoire, la nouvelle histoire, depuis la démocratie. C'est-à-dire, non, depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'on voit ailleurs dans certains pays des opposants qui sont assassinés, et puis c'est passé par perte et profit, plus personne n'en parle dès qu'on tourne la page. Mais là-bas, non. Et j'ai été absolument extrêmement intéressée par le fait que Thomas Sankara, qui a été donc assassiné en 87, et après, bon, on soupçonne Blaise Compaoré, des gens comme Salif Diallo qui étaient dans le coup. Et ils ont pris le pouvoir, ils ont monté, ils ont été des chefs d'État extrêmement respectés finalement, parce qu'il a beaucoup développé le Burkina. Mais finalement, lorsqu'il tombe, Blaise, non seulement l'image de Sankara remonte très très fort, mais maintenant il est au tribunal aussi. Il y a le procès il y a eu le procès pour ça. L'histoire de Zongo, pareil, et maintenant le soulèvement, pareil. Alors ça, c'est pas comme ça dans les Sabine. C'est bien, Sabine, c'est bien, sauf que moi j'ai l'impression qu'il y a une dimension, la dimension cathartique est super importante, comme l'a dit Slimane. Mais c'est mal parti parce qu'il y a des défauts de procédure dans ce procès. Les avocats ont dû demander le report 2 fois parce qu'ils ont eu le dossier 24 heures avant. C'est pas sérieux du tout. Et en plus, il y a un problème d'ordre presque psychologique, c'est-à-dire qu'on va voir le président devoir répondre d'actes de répression qui ont été commis par d'autres. Les familles des victimes demandent à voir les militaires qui ont tiré sur les bancs des accusés et non le gouvernement, parce que même si le gouvernement porte la responsabilité politique, c'est très différent de traduire des colonels ou des généraux en justice qu'un ancien président, et en plus, ça risque de faire un procès raté sur le plan psychologique, je pense, ou le plan politique, parce qu'on va juger Compaoré pour des petits faits, non. Des faits de répression de 24 morts. Mais on comprend ce que vous voulez dire. Mais par rapport à tout... Il n'est pas jugé dans sa globalité, c'est ça que vous voulez dire. Par rapport à toute la responsabilité qu'il porte, y compris dans la mort de Thomas Sankara, mais aussi dans sa diplomatie complètement mortifère qu'il a exercée pendant des années. Je veux dire, Compaoré a été l'homme qui a soutenu Charles Taylor. Combien de milliers de morts ? 800 000 morts au Libéria, plus même. Donc, je dis que c'est bien de juger des gens qui ont tué 24 Burkinabés au Burkina. Alors là, mais quand on met un ancien président devant la justice, il faudrait y aller, mais jusqu'au bout, parce que ça va être très frustrant. Enfin, moi, je pense que ça va être très frustrant. Parce que c'est un premier pas, peut-être. Non, mais c'est difficile de juger la politique étrangère, c'est ce qu'on pense. C'est très compliqué. De toutes les façons, rien que là... Personne n'est responsable de rien. Regardez, on a 24... Mais là, c'est pas la politique étrangère. Écoutez, alors, il y a 24 morts. Rapidement... Il y a eu 24 morts et des centaines de blessés au moment du soulèvement populaire qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré. Vous voyez la difficulté à juger rien que ça, alors que c'est assez concret et matériel. Mais Sabine soulève un point qui est important. C'est déjà très difficile. Et maintenant, si on veut juger une politique étrangère, je veux dire... On compte beaucoup sur la justice. Non, c'est pas la politique étrangère. C'est pas la politique étrangère. La responsabilité dans des milliers de morts. Oui, puis une responsabilité directe, parce que je ne pense pas que c'est l'État burkinabé, l'administration burkinabé qui a fait un choix politique, pensé, voté à l'Assemblée de soutenir Charles Taylor, mais plutôt Compaoré, au nom d'intérêts qui lui sont propres et assez individuels, qui sont parfois même contraires aux intérêts de son pays. C'est ça, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de juger sa politique étrangère. Je pense qu'on ne peut pas, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas juger une politique étrangère. Par contre, on peut juger des engagements qui ont été des emportements. Parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas de l'ordre de la justice, c'est de l'ordre de l'analyse. On peut l'analyser, on peut dire ça, ce n'est pas judiciable. Mais par contre, sur le Libéria, Charles Taylor, il y a eu un processus de justice internationale, il y a eu des rapports de l'ONU, des implications et des faits précis ont été pointés. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il réponde. Slimane ? En tout cas, ce procès n'aurait vraiment de sens que s'il atteint une forme d'exemplarité. C'est-à-dire que d'abord la justice et les juges que ce ne soit pas une justice de vainqueurs ou d'une justice de vengeurs, mais une vraie opération cathartique qui suppose où la sanction du coupable n'est qu'une partie de l'affaire, mais qu'il y ait surtout la réhabilitation des victimes et de toutes les victimes. De la catharsis. Et pour moi, faire la vérité sur la mort de Sankara est une exigence historique d'une bonne partie de générations d'Africains qui, depuis 20 ans, 30 ans, on ne peut pas dire, on passe. On ne peut pas dire, non. On peut pas dire. Bon, moi, je veux bien. On dit ça, on ne peut pas dire, mais on l'a fait pour Lumumba. On a tué Lumumba, il n'y a pas eu de... Oui, mais jusqu'à présent, il y a cette demande de justice qui est très
voilà, c'est ce que je veux dire. Au Burkina, elle est très forte et elle arrive à... Il y a une question historique aussi. Il y a une question historique parce qu'ils ont été des figures importantes et il y a une question historique qui demeure et ne serait-ce que pour la question historique, oui. Sabine. Il y a aussi une grande marge de temps qui s'est passée entre la mort de Lumumba et la mort de Sankara. C'est-à-dire que Sankara, on était tous presque nés, non? Oui. Ouais. Et c'est joliment dit. Je m'en souviens. Donc ça change tout. Ça change tout. Il faut aussi que le procès ne soit pas seulement l'affaire des juges. Il faut que la société s'implique elle-même dans le processus. Est-ce que justement, et ça procès. m'amène à la dernière question, on va conclure là-dessus, est-ce que c'est aujourd'hui la priorité pour les Burkinabés? Parce qu'on a bien compris l'importance de ce procès, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour les Burkinabés qui, en gros, disent qu'ils vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 2 ans et demi, est-ce qu'aujourd'hui c'est leur priorité et qu'est-ce qu'ils en attendent? Et on conclura sur cette question-là. Il y a tellement de priorités. Le nord du pays est en train de prendre la spirale de l'insécurité qui rappelle le Nord Mali. Pour la première fois de l'histoire du Burkina, un mouvement djihadiste burkinabé est né, Ansarul Islam. Donc je pense que on ne peut pas hiérarchiser. Je pense que les choses sont liées. Si on ne fait pas un minimum de justice, donc aller vers un processus d'amnistie, ça va être quasi impossible. Simplement, aujourd'hui, les Burkinabés ont l'air de dire qu'ils préféreraient avoir plus à manger. Et... Non, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Pour moi, les deux ne sont pas comparables. C'est pas la même chose. Je pense que oui, c'est exclusif. Je pense que les deux choses se posent pas. Oui, il faut améliorer le pain quotidien, les prix, les denrées, etc. Mais oui, en même temps, il faut faire la justice. Ils ont été élus pour ça, pas en faisant les deux. La justice n'est pas un produit de luxe. Oui, c'est ça. La justice n'est pas un produit de luxe. Ça se mange pas, mais c'est nécessaire. Elle est nécessaire. Les gens en ont besoin aussi. Ce sentiment de justice est très fort. Mais seulement, je voulais juste dire que comment il s'appelle, Compaoré est peut-être en train de jubiler lorsqu'il voit son successeur devant l'épreuve de vérité. Là, c'est très, très difficile. Au pied du mur, il y a beaucoup de critiques sur sa gestion et aussi sur tous les résultats où déjà il a perdu une base assez importante de ses supporters, justement parce que... ce serait honteux qu'il jubile, lui qui est désormais ivoirien après avoir dirigé son... Il a la nationalité ivoirienne, il jubile en tant qu'Ivoirien. Il jubile en tant qu'Ivoirien. Et on verra donc si, puisque la justice n'est pas un luxe, elle doit se mettre demain en place à Ouagadougou dans ce procès qui doit démarrer, sauf s'il y a encore un report, nous le saurons demain. On va s'intéresser maintenant à l'Algérie. L'Algérie où des youtubeurs drôles et subversifs ont appelé au boycott des législatives de jeudi avec un succès fulgurant sur les réseaux sociaux. Ils se moquent et dénoncent le système politique, comme par exemple, vous allez le voir avec cette parodie d'un film de zombies. Dans une ambiance à la Mad Max, le président Bouteflika est suivi par une horde de brosseurs, des brosses à relure qui font de la lèche, pour dire ça comme ça. Vous me corrigez, Slimane, si je dis des bêtises. Ça s'appelle la Takonchiatan. Ne sois pas un brosseur. On regarde. هي مخلوقات رخيصة تلحس لسيدها وتلهث وراءه أينما كان بشتى الطرق وفي كل الأزمان تتشبت وتتمسح ببرويطته سيقومون وسيركضون وراء سيدهم انظر إليهم أليس حثالة القوم لا تكن شيئا مت وأنت تحاول ألا تكون شيئا. Je vous vois sourire, Slimane, vous êtes, vous, algérien. C'est assez simple de se moquer aujourd'hui du système politique algérien, si on a envie de le faire. Écoutez, c'est un sport national. Je ne crois pas qu'il y ait un régime qui fasse l'objet d'autant de boutades, de blagues, de caricatures. C'est un défouloir et c'est vu l'inexistence d'une véritable vie politique. Non pas que la vie politique est complètement interdite ou censurée, mais il y a une désillusion, une dépolitisation générale, une perte de confiance absolue. Oui, l'humour algérien, d'ailleurs, résume en disant que le gouvernement fait semblant de gouverner, les citoyens font semblant d'être gouvernés, mais en fait, chacun vit sa vie. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a cette sensation avec l'Algérie, d'élection en élection, de scrutin en scrutin, on a l'impression qu'il ne se passe rien, que les mêmes toujours un peu ressortent des urnes. Cette inertie politique, elle est réelle, avérée jusqu'au plus profond du système? Ce n'est pas une inertie, c'est une sorte de statu quo qui est maintenu à coup de subventions. On parlait tout à l'heure de l'ANC. La plupart des Algériens disent que le FLN aurait dû se saborder le 5 juillet 1962 au moment de l'indépendance parce que son projet, sa mission était complètement terminée.
Or, le FLN a confondu la libération et la liberté. Il a gardé le pouvoir et jusqu'à maintenant, lors de la dernière, il y a quelques jours pendant la campagne électorale, le secrétaire général du FLN, M. Ould Abbas, déclarait que le FLN, je cite, était resté la colonne vertébrale de l'État algérien, c'est-à-dire 55 ans après l'indépendance, et que le FLN était apte à gouverner l'Algérie pendant encore, je cite, un siècle. Que le président Bouteflika était appelé à remarcher et qu'il fallait peut-être songer à un 5e mandat. Est-ce qu'il est sérieux ou est-ce que c'est une boutade supplémentaire? Je vous laisse imaginer combien les Algériens se repaissent de ces déclarations. Sabine. Bon, c'est un côté absurde qui fait quand même un peu peur parce que l'Algérie devient cette espèce de parenthèse pris en sandwich entre le Maroc et la Tunisie où il y a des dynamiques politiques complètement différentes et on redoute le moment où tout ça va sérieusement chauffer parce que ça ne peut pas durer. Alors justement, il y a eu une tentative de chauffe quand même au moment des printemps arabes. Ça n'a pas fonctionné, on le sait. Aujourd'hui, les Algériens ne sont tout simplement pas allés voter. 38,25% de taux de participation législative de jeudi qui ont, rappelons-le... Si les chiffres sont pertinents. Si les chiffres sont pertinents, mais là on donne les chiffres qui ont été communiqués. En baisse de près de 5 points, c'est une gifle pour les autorités. Mais est-ce que les Algériens pourraient descendre dans la rue, notamment en raison d'une flambée des prix qui aujourd'hui complique leur vie au quotidien? Alors, c'est possible pour l'instant, ou pas? c'est trop tôt parce que la tirelire du gouvernement, c'est entre 150 et 200 milliards de dollars. Et vous savez que l'Algérie tient debout grâce à des subventions de 5 ou 6 produits de première nécessité. Le lait en poudre, le blé, la semoule, la médecine est à peu près gratuite, l'eau et l'électricité et l'essence sont payés très au-dessous de leur valeur réelle, alors que le pays importe de l'essence pour 5 milliards de dollars par an. L'Algérie qui est un État pétrolier. Donc, tant que cette tirelire, les économistes algériens disent que cette tirelire peut encore subventionner, c'est-à-dire nourrir les Algériens qui vivent très pauvrement, mais au-dessus de leurs moyens, pendant encore 3 ans. Alors, ce qui est dit aussi, c'est que ce qui est nouveau aussi, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, c'est que cette tirelire, en fait, en réalité, n'existe plus et que l'argent est directement mis dans le porte-monnaie des Algériens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette réserve de fonds pétroliers et qu'aujourd'hui, c'est injecté directement dans le budget de l'État. Oui, cet argent, il fait partie du trésor de Question l'État. sous-entendue, est-ce que c'est la fin de l'État-providence? Est-ce que c'est ça peut-être qui va faire bouger les Algériens et les faire descendre dans la rue? Pourquoi 3 ans? Parce que c'est à peu près les importations de première nécessité, mais vraiment les impératifs non négociables et incompressibles, c'est à peu près 30 à 40 milliards de dollars chaque année. Mettons, s'il reste 150 milliards, c'est à peu près 3 ans. Il y a déjà eu le 10 avril un nouveau programme économique qui prévoit déjà des baisses de subventions. Oui, mais c'est un serpent de mer depuis l'indépendance. Il y a des plans, des promesses. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ces subventions que tout le monde critique, parce qu'elles donnent l'illusion aux Algériens qu'ils vivent très mal, mais quand même, il n'y a pas de gens qui meurent de faim. Tout le monde est à peu près soigné. Tout le monde étudie de façon médiocre, mais tout le monde étudie. Tout le monde... Les économistes disent que ce type de subvention désapprend aux Algériens le sens de l'effort et du travail et décourage les investissements. En tout cas, il y en a un qui a le sens de l'effort, c'est Abdelaziz Bouteflika, qui est au pouvoir depuis avril 1999, au siècle passé, qui a, depuis son investissement en 2013, qui est pratiquement inconsistant, mais qui est dans tous les esprits. C'est le grand tabou et c'est la grande obsession des Algériens. La question qui se pose, c'est celle de sa succession. Qui, quand, comment? Enfin, c'est difficile à dire, mais ce qui m'a... Il y a des plans qui peuvent se préparer, quand même. On dit, il y a beaucoup de rumeurs que son frère Saïd tiendrait les rênes de l'État. C'est le genre de choses assez invérifiables. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que Bouteflika, héros de
la guerre de libération, etc., met son pays en danger, parce que littéralement c'est ça, c'est-à-dire gouverner en étant invalide, c'est mettre son pays en danger. C'est même pas sans gouverner, parce qu'il y a toujours cet aspect, oui, il gouverne pas, il n'est pas capable de recevoir les gens, mais il met son pays en danger. Et l'autre aspect qui est assez intéressant sur les questions de succession, c'est que je pense que ça va se jouer au niveau de l'armée, parce que dans ce pays, l'armée est tellement puissante que je pense pas que ça va être une succession politique au sens ouvert du terme. Je pense que le FLN, qui est au pouvoir quand même depuis l'indépendance, on faisait la comparaison avec... Il vient de remporter cette élection. Oui, et de le remporter. Et on faisait la comparaison avec l'ANC. Alors moi, je comparais plutôt avec Mugabe, la ZANU-PF et le MPLA. C'est les derniers partis. En fait... Au rayon des momies au pouvoir, il y en a eu quelques-unes en Afrique, et il y en a toujours. Hein. Il y a Robert Mugabe au Zimbabwe, qui est quand même... Le MPLA aussi. Je ne suis pas sûre que Dos Santos soit encore momifié, par contre. Parce qu'il a dit qu'il partait, donc il va échapper à la momification, peut-être. Il va échapper à la momification. On a vu ce que ça donnait en Côte d'Ivoire aussi. L'état dans lequel Houphouët-Boigny a laissé son pays, c'est catastrophique. Donc, ça fait partie de ces dynamiques transcontinentales de momification au pouvoir, et avec une sorte de destruction consciente ou inconsciente. C'est un peu le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Mobutu. C'est-à-dire qu'on préfère vraiment mettre son pays par terre, et même toute son œuvre, tout son travail, le travail de toute une vie par terre, que de quitter le pouvoir. Et ça, une singularité algérienne qui distingue totalement la structure du système algérien par rapport au régime arabe et au régime africain. Et c'est vraiment une spécificité à souligner, c'est qu'il n'y a jamais eu de culte de la personnalité en Algérie. D'accord. Il n'y a jamais eu de culte ni pour Boumedienne ni pour Ben Bella. Quand un président meurt, on donne son nom à un aéroport, lieu très symbolique, et après, on n'en parle plus. Donc, ce qui fait que le président Bouteflika est maintenu au pouvoir coûte que coûte, c'est parce que les équilibres instables des différents réseaux qu'il y a derrière n'ont pas encore trouvé un homme de consensus ou un modus vivendi pour assurer non pas la succession du dirigeant symbole, comme on dit dans les autres pays arabes, mais n'ont pas encore réussi à trouver un équilibre pour passer à la phase de l'après-Bouteflika, qu'il soit vivant ou décédé. Alors, toute cette sclérose a quand même un impact sur la politique étrangère, et en particulier sur les relations avec l'Afrique subsaharienne. Alors, on allait y venir, puisqu'il y a la question de l'influence de l'Algérie, avec le voisin ennemi marocain qui fait du lobbying à l'échelle continentale, qui viendrait intégrer l'Union africaine. Et donc, quelle est la place de l'Algérie là-dedans? Et c'est ça, c'est ce qu'on se demande, parce que l'Algérie compte toujours capitaliser sur le rôle qu'elle a joué au moment des indépendances. Ça remonte quand même à maintenant 50, 60 ans, en disant c'était l'ami de tous les mouvements de libération, etc. Il y avait effectivement un vrai réseau. Mais il s'est érodé, les gens ont changé. Il n'y a plus cette mémoire, a peut-être pas disparu, puisque le président Alpha Condé, le nouveau président de l'Union africaine, l'a rappelé, tout ça au moment où le Maroc est retourné à l'Union africaine. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est dans sa rivalité avec le Maroc, c'est le Maroc qui lui dame clairement le pion au sud du Sahara. Et c'est assez paradoxal, parce que quand on regarde la taille des économies, le Maroc est tout petit par rapport à ça. Et aussi, je dirais, il y a quelque chose qu'il faut souligner, je l'ai dit un peu dans une chronique que j'ai fait dans Cap Eco, un magazine qui sort en Afrique centrale, c'est les rapports qu'il y a entre le Maroc qui soudainement se souvient qu'il y a une Afrique subsaharienne avec qui on peut avoir des relations économiques, et les ressortissants africains qui sont sur le sol marocain. Il y a un racisme basique. Mais il faut toujours quand même rappeler, le Maroc se retourne. Enfin, se retourne vers l'Afrique subsaharienne après avoir quand même, il y a quelques années, échoué à se faire accepter dans le cadre de l'Union européenne. Cela dit, pendant ce temps, l'Algérie était ultra présent au Sahel. Et le Maroc a beau organiser une offensive, financer des formations d'imams, mettre en place des projets économiques, mais il est évident que sur la question du terrorisme, sur la question sécuritaire, l'Algérie est incontournable. On ne peut pas aujourd'hui
régler l'équation du Sahel, organiser cette improbable lutte commune que le G5, on a créé plein de structures pour coordonner la lutte antiterroriste. À partir du moment où l'Afrique du Sud n'y était pas, l'Algérie n'y était pas, ça ne peut pas marcher. Parce que géostratégiquement, il y a une histoire. Il ne faut jamais oublier quand même AQMI, c'est quand même l'héritage de la lutte armée des années 90 qui s'est déplacée au nord du Mali, etc. Donc je pense que oui, le Maroc a une politique très flamboyante, assez offensive, mais dans la réalité du terrain, l'Algérie a de l'avance. C'est une avance qu'ils ont eue. Sur la question sécuritaire. Oui, sur le plan sécuritaire. Sabine qui voulait intervenir et puis ensuite on conclura très brièvement, je voulais juste dire que ce qui semble faire la plus grande différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est quand même le fait que le Maroc ait très bien compris sur le plan politique ce qu'il risque à ne rien faire, sur le plan politique et social. Donc le Maroc a une vision, c'est un pays qui avance, qui a une politique qui se soucie de ses citoyens et qui essaie de résoudre une question sociale pour que cette bombe à retardement ne lui explose pas à la figure. Alors qu'en Algérie, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout cette vision, cette construction d'un avenir qui passe, y compris par des relations économiques avec l'Afrique, etc. Et on a l'impression qu'on va vraiment nulle part. Alors, d'un mot, Marie-Roger, puis on laissera Slimane vous répondre. Et ce dynamisme marocain qui va conduire au fait que la bagarre qui avait pour épicentre le Polisario, soutenu par l'Algérie et évidemment combattu par c'est le Maroc qui risque de gagner cette bataille. Déjà parce que le président Polisario est décédé et qu'elle fait un lobbying, le Maroc, il fait un lobbying extrêmement offensif à l'intérieur des pays subsahariens. Il fait bien de rappeler que le Maroc voulait entrer à l'Union européenne, que ça a échoué, c'était un échec lamentable. Maintenant, il se tourne vers la CEDEAO et personne n'est là pour dire que c'est un peu bizarre quand même. Mais le résultat, c'est que l'Algérie va perdre un combat qu'elle avait gagné. Mais juste une question. Est-ce que vous ne pensez pas justement que l'épicentre s'est déplacé du Sahara occidental au Sahel, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'offensive, l'investissement du Maroc au Mali, le roi y allait plusieurs fois. On va laisser Alors attendez, s'il vous plaît, on va laisser parce que le temps passe. On va laisser l'épicentre s'est déplacé. On va laisser la conclusion à Slimane. Marie-Roger, s'il vous plaît, on laisse la conclusion à Slimane. Il faut qu'on avance. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir été la Mecque de tous les mouvements de libération africains, des mouvements même d'opposition africains qui étaient reçus, formés, encadrés, protégés par l'Algérie, il y a une rétraction spectaculaire, une éclipse de l'Algérie au plan géopolitique africain, y compris dans son voisinage immédiat, c'est-à-dire le Niger, le Mali... Sauf au Mali, les accords d'Alger. Non, mais par rapport à avant. Non, par rapport à avant. Bien sûr que l'Algérie est encore active, mais je parle dans les années 70. On peut dire qu'une bonne partie de la hiérarchie militaire malienne et nigérienne était formée dans les écoles et les académies algériennes. On l'appelle le malien, Bouteflika. Exactement. Alors aujourd'hui, donc, le Maroc met à profit, et c'est de bonne guerre, cette rétraction de l'Algérie, plus la rétraction de Kadhafi, qui avait un activisme extrêmement virulent en Afrique, pour investir cette zone qui est en friche. Et en fait, je vous ai menti, Slimane. Le mot de la fin n'est pas pour vous sur l'Algérie. On le donne à Dilem. On passe tout de suite au Dilem. Regardez, l'Algérie, ces élections. En effet, pas de surprise. On l'a bien vu. Bouteflika conserve son siège. Concède cet Algérien un siège sous forme de fauteuil roulant, bien sûr. Ismaël Haniyeh succède à Khaled Meshal à la tête du mouvement palestinien Hamas. Une désignation quelques jours après la publication de la nouvelle charte du mouvement de résistance islamique, où le Hamas essaie de se refaire une santé. On peut dire ça comme ça. Le président américain a reçu le président de l'autorité palestinienne 2 mois après le Premier ministre israélien. « Désolé, j'étais occupé », dit Donald Trump. « Et moi donc », répond Mahmoud Abbas. Je note dilemme autour de l'occupation israélienne. Répression sanglante également dans l'actualité cette semaine, depuis plusieurs semaines au Venezuela. 36 morts en un peu plus d'un mois. La pression de l'opposition se maintient ce week-end encore contre le président Nicolás Maduro. Et pour finir, l'Arabie Saoudite rejoint la commission de la condition de la femme de l'ONU. Et ce n'est pas une blague, j'aurais presque envie de m'arrêter là. Ça n'est pas une
blague. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre kiosque. Merci infiniment à vous quatre pour ce débat passionné et intéressant. Merci à vous, comme toujours, qui nous regardez. Vous pouvez nous suivre d'ici à dimanche prochain sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine.